Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de C'est dans le vin. On est ravis de vous accueillir. C'est dans le vin, le rendez-vous bimensuel dans le cadre de la programmation culturelle de la Cité du Vin. C'est organisé en partenariat avec la Wine and Spirits Academy de Kedge, la revue du vin de France. C'est dans le vin, je vous en rappelle le principe. C'est 1 heure de discussion avec des personnalités éminentes sur un sujet d'actualité et 1 demi-heure d'échange avec vous, le public, autour de ce thème. Le thème, c'est « Fait-il bio à Bordeaux ?» Alors j'insiste dès le départ, ce n'est pas un débat sur pour ou contre le bio, mais on traitera des questions évidemment sur le bio, sur la biodynamie. Bordeaux et ses vins sont-ils plus ou moins avancés sur ces questions que les autres vignobles? Ces méthodes de culture influencent-elles le goût du vin et notamment celui de Bordeaux? Demain, boirons-nous que des vins bio? Pour toutes ces questions et pour aborder ce point avec vous ce soir, je vous propose d'accueillir nos invités. Alors, le premier d'entre eux a croisé, comme il dit, l'agriculture biodynamique en 1977 et il s'est engagé en 1989. Il a acquis une partie de ses bases œnologiques aux côtés de Michel Rolland. Il a produit son dernier millésime en 2015 et c'est désormais son fils, Gabriel, qui est en charge des vignobles. Il a désormais une société d'expertise de conseil en biodynamie. Je vous propose d'accueillir avec moi Paul Barre. Bonsoir Paul. Notre deuxième invité a une expérience solide, longue, acquise au sein de la propriété Château Climins. Elle s'est engagée jeune dans cette propriété et décide, c'était un challenge, de la convertir intégralement en biodynamie en 2010. Diplômée de Sciences Po, elle s'intéresse à plein de choses, l'architecture, la peinture, la littérature, mais c'est bien sûr son expérience de vigneronne et son regard sur la conversion du château dont elle nous parlera. Je propose d'accueillir Bérénice Lurton. Bonsoir Bérénice. Notre troisième invité est docteur en œnologie en 1992. Il a poursuivi avec des études postdoctorales sur les vins à Porto, mais c'est à Bordeaux et sur ces vins qu'il consacre la plus grande partie de ses travaux. C'est un des piliers de l'école œnologique bordelaise, professeur d'université depuis 2006, aujourd'hui doyen associé de l'ISVV, de l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Il a coutume de dire ce qu'il pense. Gilles de Revel. Et puis notre quatrième invité est un baroudeur expérimentateur. Il s'est frotté à des expériences de vinification diverses aux USA, en Italie, en Hongrie, avant de revenir en France. Il conduit les opérations de Château Palmer depuis 2004, dont il est directeur général. Après plusieurs essais, lui aussi, une étude de profil et cartographie des sols, il a converti Palmer à la biodynamie en 2014. Très porté sur l'innovation, il dit vouloir respecter les codes de cette propriété vieille de 200 ans, tout en l'inscrivant dans le XXIe siècle. Thomas Duroux. Bonsoir Thomas. Bien, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre donc pour ce beau sujet. Alors, on va aborder plusieurs questions. On va attaquer d'entrée sur le bio, parce qu'évidemment, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Il y a aussi parfois un peu de confusion sur ce sujet. Le bio, qu'est-ce quelle est la distinction? Alors, on va parler évidemment du spectre relativement large, mais je voudrais définir, même si vous êtes, je l'ai évoqué en introduction, chacun très impliqué dans une ouverture, si je puis dire, en biodynamie précisément. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer au public la différence, tout d'abord, entre les vins biologiques et les vins en biodynamie? Allez, Thomas ou Bérénice, on vous écoute. Bérénice. Alors, en fait, si vous voulez, le bio, on est dans un esprit conventionnel, entre guillemets, sauf qu'on va utiliser uniquement des produits naturels. C'est un peu comme quelqu'un qui se soignerait essentiellement avec de l'aspirine et de la vitamine C, en gros. La biodynamie, on est dans un paradigme complètement différent, c'est-à-dire que c'est une vision des choses beaucoup plus holistique, beaucoup plus vaste, qui prend en compte toutes les interactions, en fait, qui considère, en fait, alors c'est agricole à la base, hein, la biodynamie, qui considère la ferme ou l'exploitation comme un organisme où on doit prendre tous les éléments en compte. Donc on est dans cette idée de dynamique des différentes énergies qui se créent entre tous les éléments de
de la terre, des plantes et tout ce qu'il y a autour. Dans ce que dit Bérénice, oui. Oui, complètement ça. Effectivement, le bio n'utilisait que des produits naturels pour cultiver sa vigne. La biodynamie, cette vision globale, c'est un changement complet d'appréhension d'un outil agricole qui d'ailleurs ne devient plus outil, mais qui devient un lieu complet de vie où tout compte. Gilles de Revel. Oui, je voudrais juste rajouter 2 ou 3 précisions. Le bio, c'est marqué ici, c'est une réglementation européenne. C'est une réglementation également de l'agriculture biologique, et comme on vient de le dire, qui refuse les produits de synthèse et qui refuse les OGM. Ça, c'est une définition de l'agriculture biologique et de l'utilisation au maximum finalement de ce qui est naturel, avec, depuis 2012, quelque chose qui nous intéresse beaucoup en énologie, c'est le fait que le vin bio est défini également par la réglementation européenne. Et le vin bio avec les intrants obligatoires, ou en tout cas possibles, qui sont une liste définie. Donc il y a véritablement quelque chose qui est défini, c'est le vin bio par la réglementation européenne. Et la biodynamie et d'autres éventuellement modifications vont être complétées par des certificats, par des réglementations qui sont d'ordre privé. D'accord. La biodynamie qui n'est pas nécessairement, Paul Barre, on va vous écouter parce que vous avez été un des pionniers, si je puis dire, de cela à Bordeaux, slide suivant. La biodynamie, disais-je, qui n'est pas nécessairement une extension des vins biologiques, quelque chose de différent. Alors, je dirais, il y a un point qu'il faut appuyer par rapport à l'agriculture biologique, c'est l'utilisation uniquement de fumures organiques, simplement. Et je dirais en biodynamie, je dirais la fumure, d'ailleurs, dans le cours aux agriculteurs, c'est la base, c'est qu'est-ce que la fumure. Donc on va beaucoup plus loin, on ne va pas rentrer dans les détails, hein, mais on est sur un point essentiel, la fumure et le sol. Donc tout s'appuie, si on a un sol qui est vivant, voilà, c'est cette recherche, cette quête, bien sûr avec nos incompétences, qui fait que on absorbe peu sur mes 30 ans de parcours. J'ai peu trébuché, mais on trébuche de temps en temps, il faut l'assumer. Mais c'est un chemin que je ne regretterai jamais d'avoir fait. Qu'est-ce qui vous a conduit, il y a maintenant plus de 30 ans, à franchir le pas? J'ai été reconnu très rapidement incompétent à devenir un technicien supérieur. Ouais. Je ne comprenais pas le mérite des pesticides. Donc je me suis tourné peut-être naturellement vers... Alors j'ai commencé par la bio en 77, sans être vraiment certifié. Quand on m'a voulu me certifier en bio, je rentrais dans un système un petit peu de marque où je devais acheter chez les gens qui me certifiaient. Donc ça ne m'a pas plu. J'ai essayé un petit peu aller vers le conventionnel parce que je dirais, il y a les soirées avec les copains, puis on s'aperçoit que la soirée est financée par une maison de phyto. Hein, voilà. Donc on glisse peu à peu. Mais je ne regrette pas ce passage qui m'a amené, donc 77 première rencontre, deuxième rencontre en 82 avec la BMI, et 89 a été la bonne. C'est pour ça que je mets sur mon étiquette, certifié depuis 90, parce que tout le parcours précédent a été indispensable pour que j'arrive à faire cette pratique-là. Alors, allez-y, pardon. Et je certifie, alors c'est pour une question un petit peu de philosophie, je certifie moi-même le vigneron, comme vigneron, mon domaine en BMI. D'accord. Puisque le jour où Déméter m'a traité de client, ça m'a agacé. Je pensais être membre. Alors, quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'évolution, et slide suivant, où on voit bien que, alors on est bien sur l'évolution des exploitations en bio, on n'est pas sur la viticulture, mais les chiffres qui sont projetés montrent bien, hein, vous voyez deux lignes qui sont surlignées, qu'il y a une évolution très nette entre 2002 et 2017. Pour vous, c'est un mouvement, on va revenir sur cette question, mais qui aujourd'hui s'inscrit dans la durée, et vous aurez de plus en plus, si je puis dire, le suivant. Si je prends le cas du village de Fronsac, plus de 80% des vignes qui entourent le village sont en bio et en biodynamie. Hein. Je dirais, je vais régulièrement au forum sur l'environnement du CVB, celui de jeudi dernier, ça bouge. Je dirais, alors je peux regarder ce qui est vide dans le verre, mais je dirais chapeau de cette journée. Il y a une véritable réflexion. On parle de plus en plus du sol. Hein. Je dirais, bon... surtout qui a été fait par Jean-Louis Etienne jeudi dernier, mais il y a des choses qui vont dans le sens. Donc Bérénice Hurton, je vois opiner du chef. Vous êtes d'accord? Vous aussi, vous l'observez, cette évolution en faveur et de plus en plus d'exploitants qui se convertissent? On ne peut pas dire que je l'observe vraiment. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que c'est vrai que cette année, ça a été très difficile pour nous.
et que j'avais l'impression qu'on était tous, autant qu'on était, en train de montrer que c'était possible et qu'on était en train d'augmenter la qualité en gardant des rendements qui étaient intéressants. Et que là, moi, je pense que le fait que cette année, on ait eu des difficultés va rendre nos voisins et collègues beaucoup plus frileux. Donc là, je pense qu'on a perdu quelques temps. Malheureusement. Oui, mais ça va nous obliger de chercher, ça c'est sûr. d'étudier davantage, puisque notre connaissance est, je pense, encore très limitée. Mais je ne vois pas, enfin, pour moi, cette direction. On vient vous voir régulièrement, vous demander conseil. Alors, je parle auprès de vos voisins, des vignobles de Girondins, c'est la question, oui. Alors, conseil, non, ça serait bien prétentieux, parce qu'on est encore, en tout cas à Palmer, qu'au tout début de cette aventure, qui n'est pas toujours facile. Mais ce que je voudrais dire, c'est que il y a aujourd'hui autour de nous, dans la région médocaine, celle que je connais le mieux, d'innombrables propriétés qui s'intéressent au sujet et qui mènent des essais. Je ne connais pas personnellement un seul vigneron qui prend plaisir à utiliser des pesticides. Et donc, s'il y a des alternatives et qu'elles sont jugées viables, je crois que tous mes confrères y auront un intérêt. Ils y réfléchissent. Slide suivant. Alors, juste, le bio par département, on est toujours là encore, le bio au sens large, hein, donc pas sur le vignoble en particulier. Jérôme Baudouin nous rejoindra tout à l'heure et viendra recommenter des chiffres beaucoup plus précis qui concernent le vignoble. Là, on voit, alors là encore, dans une cartographie assez générale, que si on vient vous voir et si tout le monde se pose la question, la Gironde, manifestement, là encore, et ce n'est pas que le vignoble, je le précise, semble être plutôt en retard par rapport à d'autres régions. Il y a des explications pour ça, Gilles de Revel ? Alors, je pense qu'il peut y avoir des explications, et là où vous voulez en venir, c'est sans doute des explications d'ordre climatique, éventuellement, de difficultés. Également, peut-être que c'est plus compliqué quand c'est une grande région viticole avec énormément d'historique, peut-être. Est-ce qu'il y a une explication sociologique ? Mais moi, je suis assez étonné de ces chiffres. Pour moi, en tout cas, la Nouvelle-Aquitaine, je ne sais pas, la Gironde, peut-être c'est plus nuancé, mais la Nouvelle-Aquitaine est tout de même, a priori, la troisième région viticole à s'engager dans le bio, au point de vue pourcentage. Donc, attention à des chiffres, on peut, avec les chiffres, faire pas mal de choses. Après l'Occitanie et la Provence, finalement, la région Aquitaine se place bien dans une évolution assez forte vers le bio. Donc ça avance. Alors justement, ça m'amène à une question, slide suivant, que je voudrais vous poser à chacun des trois, même si vous l'avez un peu abordé. Pourquoi faire du bio ? Quelle a été la raison précise ? Vous l'avez un peu évoqué, mais si on prend chacun de vos exemples en 2 minutes, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots les raisons qui vous ont poussé, vous en 2010, vous en 2014, à vous dire, bon, maintenant on y va, et puis on reviendra aussi sur l'histoire. Thomas Duroux. Nous, très rapidement, nous nous y sommes d'abord intéressés par curiosité. Nous sommes 2 techniciens sur la propriété, à avoir des formations classiques d'ingénieurs agro. On n'y comprenait strictement rien, pas tellement bio, mais à la biodynamie, et donc on a voulu essayer. Et puis on a eu des bonnes sensations, et les propriétaires de Palmer nous ont fait confiance pour aller un peu plus loin et pour convertir l'ensemble du vignoble en biodynamie après les vendanges 2013. Pourquoi ? D'abord parce que les feelings étaient que nous faisions des vins avec une identité plus forte, que chaque parcelle de la propriété s'exprimait d'une manière plus claire lorsqu'elles étaient conduites de la sorte. Et c'est allé, je dois dire, assez vite. Et puis il y a évidemment des considérations environnementales et des considérations de pérennité du terroir. Et c'est tout ça mis bout à bout qui nous a donné envie d'accélérer. Bérénice Hurton, quand vous avez pris la décision, est-ce que vous êtes posé la question de bio ou biodynamie, ou pour vous c'était clair, c'était biodynamie ? Pas du tout, c'était forcément biodynamie. Honnêtement, le bio à Bordeaux, je n'aurais pas tenté. Ça me paraissait trop limité étant donné nos conditions climatiques. Donc c'est vrai qu'il y avait le côté environnemental qui était très important. Pour moi, on est la génération qui doit passer à autre chose, c'est certain. Et ça, je l'avais quelque part en tête. Et il a fallu que je découvre vraiment la biodynamie et que surtout que je rencontre des précurseurs qui, à Bordeaux, l'expérimentaient depuis longtemps et montraient que c'était possible et que c'était possible autrement qu'en Bourgogne, dans une propriété qui fait 1,5 hectare. Voilà.
Et une autre des raisons pour laquelle j'y suis passée, c'est qu'il me semblait qu'au cours des assemblages de climat, ce qui est un process assez long et très très précis, où on va vraiment au bout de la recherche de l'identité de notre cru chaque année pour en tirer la quintessence, il me semblait qu'on coupait davantage les cheveux en quatre et que cette identité-là, on avait un peu plus de mal à la trouver, à la définir. Et je me suis dit, là, c'est grave parce qu'à Climins, on a un terroir qui est très, très fort et qui a un caractère vraiment très distinct. Et je me suis dit, si même chez nous, c'est en train de quelque part de se dissoudre ce rapport au terroir, c'est extrêmement grave. Donc, il faut réagir très vite. Ok. Alors, sur ces questions, il y a un point sur lequel je voudrais qu'on vienne, et là aussi, je voudrais avoir votre avis et l'éclairage, c'est sur le coût du bio, parce que dans ce qui est dit, on va revenir bien naturellement sur les caractéristiques organoleptiques, le goût, mais avant cela, il y a aussi l'investissement que cela induit pour la propriété. Un mot là-dessus, le bio, ça coûte cher, oui, on va commencer avec vous, Paul. Quand vous avez décidé de vous y mettre Moi, ce qui m'a coûté le plus cher, c'est l'expérimentation. Puisque je dirais, qui c'est qui porte l'expérimentation si c'est nous? C'est ça qui le coûte cher. Mais si vous avez une bonne pratique, ça coûte pas plus cher. Alors, ça va plus loin, puisque c'est intéressant socialement, puisqu'on va faire baisser le coût des phytos, des intrants, parce qu'à terme, on peut quasiment tout élaborer soi-même. Par contre, on a plus de besoin de main-d'œuvre. Mais en augmentant le poste main-d'œuvre et en réduisant le coût de phyto, on va dire un coût de production qui est sensiblement égal. Sensiblement égal. Sensiblement égal. Enfin, moi, j'ai pas trouvé. Alors, après ça, moi, personnellement, je n'ai jamais été un très bon comptable. Voilà. Donc, voilà, on va rester sur la notion de sensiblement égal, mais, à peu près égal. Mais à côté de ça, voilà, je dirais, mon domaine, je l'ai créé en 1974, je suis en biochimie depuis 1990 et j'existe toujours. Je n'ai pas fait fortune. Hein. Thomas Duroux, vous avez des actionnaires, des gens qui regardent. Alors oui. vous, par contre... Et nous avons un très bon comptable. Non, je suis tout à fait d'accord avec Paul. Il n'y a pas de surcoût de production, en tout cas pour un cru comme le nôtre, entre une agriculture dite conventionnelle et une agriculture en biodynamie. Le coût, il peut être sur une perte de récolte. Et bien sûr qu'en 2018, avec les conditions incroyablement difficiles que nous avons vécues, nous avons payé un certain prix. Mais en termes purs de coût de production, il n'y a pas de coût supplémentaire. Il n'y a pas de coût supplémentaire. Allez, on reviendra de toute manière sur cette notion du coût. Slide suivant, on revient sur ce qui a été dit tout à l'heure. Je vous demandais, on projette ici donc un certain nombre de certifications, de labels qu'on appose. Alors, est-ce que vous pouvez aider le public justement à les décrypter, à les déchiffrer? Gilles, je vous vois déjà. Oui, je bondis parce que déjà, il y a une erreur sur ce. Ce n'est pas une certification bio. C'était une réglementation européenne. Donc, il faut bien faire la différence entre quelque chose qui est défini par la loi, qu'elle soit européenne ou française, elle existe. Ce n'est pas une certification. Le reste, c'est de la certification. Et donc ça, je crois que le consommateur doit bien comprendre. Et du reste, cette réglementation et cette feuille, finalement, qui maintenant a pris véritablement une place prépondérante. Je crois que le consommateur, ce qu'il voit dans tous ces logos, ces signes, c'est celui qui est le plus fort, c'est celui qui a la prégnance la plus forte chez le consommateur. Il y a une puissance de l'Europe, si je puis dire. Non, c'est une puissance, oui, c'est une puissance de l'Europe, puisqu'elle est réglementée sur l'ensemble de l'Europe. Donc, en effet, il y a peut-être une puissance géographique, oui, de produits, mais je crois que le bio a véritablement marqué son territoire, plus que tout autre, et peut-être qu'on pourrait mettre, par exemple, en face le label haute valeur environnementale, oui, qui a du mal tout de même à percer, à prendre sa place, alors que derrière, il y a une vraie démarche des agriculteurs. C'est encore du conventionnel totalement, mais il y a une vraie démarche de réduction des intrants, des pesticides, etc. Mais in fine, est-ce que ce qui n'est pas compliqué, c'est justement la multiplication de toutes ces démarches, des labels qui peuvent exister pour le consommateur, puisque c'est pour lui finalement que cela aussi se destine, il y a quand même une vraie difficulté à comprendre exactement quelle est la distinction entre telle et telle chose. Déjà, votre slide le montre très bien, puisqu'il y a marqué « autre label bio » et que, d'après ce que je sais, haute valeur environnementale et Terravitis, c'est du conventionnel, c'est pas du bio. Donc, même... Ah oui, non, je pense que c'est sûr. Oui. Voilà. Bon, confusion. Donc, confusion également à la production du sable, totale. Oui, oui.
Non, mais effectivement, il y a la multiplicité des certifications, des labels, etc., peut prêter à confusion. Malgré tout, on peut parler de la notion de certification, parce que quelque part, on pourrait se dire, mais finalement, on s'en fiche complètement, on n'a pas besoin d'être certifié, on mène notre barque comme bon nous semble, etc. Le risque, et il va bien au-delà de la viticulture, c'est que quelquefois, à un certain moment, le consommateur doit avoir un certain nombre d'informations et doit savoir de quoi on parle. Et la certification, quelque part, c'est donner une garantie de pouvoir prouver que nous faisons les choses d'une certaine manière et qu'elles sont vérifiées. D'accord. Et Oui. en l'occurrence, donc, il y a un label bio et 2 certifications en biodynamie, qui sont Biodivin et Déméter. Et Déméter. Et se mêlent à ça, évidemment, d'autres informations qu'on donne aux consommateurs, comme nature, naturel, etc. On en reparlera tout à l'heure. Mais qui viennent renforcer le sentiment de confusion totale. De toute façon, c'est vrai que l'étiquetage est quand même compliqué. Elle est d'un côté obligatoire, de l'autre, c'est des informations qu'on veut donner aux consommateurs. Et finalement, ça complexifie un petit peu le message. 2 mots. Ce qui serait intéressant, c'est peut-être définir qu'est-ce que l'agriculture. Est-ce que l'agriculture est là pour produire? Donc on parle d'exploitation agricole. Allez-y. Ou est-ce qu'elle est là pour nourrir? Donc si on faisait une agriculture qui ne faisait que nourrir, je dirais quelque part, on n'aurait plus besoin de toutes ces chapelles avec les logos. On n'aurait plus besoin de vin non plus. Pourquoi? Ouais, c'est difficile. Slide suivant. Alors, voici la carte. On l'évoquait tout à l'heure du cumul annuel des précipitations en France. On voit finalement, alors qu'on dit à Bordeaux, c'est difficile de bio parce que la pluie et la climatologie à Bordeaux rend difficile la conversion. Lorsqu'on regarde la carte, on s'aperçoit finalement qu'on a des zones pluviométriques, précipitations qui se situent entre 800 et 900 millilitres par an. Donc oui, et on voit qu'il y a d'autres régions qui sont mises et qui bénéficient, qui peuvent être plus arrosées. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette carte? Voilà, moi, ce que je pense aussi, comme ça, c'est qu'on est aussi dans une zone océanique, donc ça ne veut pas dire forcément une pluviométrie très, très importante, mais ça veut dire des pluies qui arrivent plus souvent et qui sont souvent assez imprévisibles. Donc quand on se fait arroser souvent et qu'on se fait rincer entre des traitements, ça n'aide pas non plus. Cette année particulièrement, on a beaucoup entendu parler sur la dernière année des exercices d'attaque incessante du mildiou. C'est dû justement à ce contexte très, très, très humide? Oui, effectivement, lorsqu'on regarde les données climatiques et qu'on parle avec les gens qui ont beaucoup d'expérience, il semblerait qu'en 2018, les conditions climatiques du millésime aient été particulièrement difficiles. Et effectivement, à Bordeaux, le problème numéro 1, c'est cette maladie cryptogamique qui s'appelle le mildiou. Et lorsque les conditions climatiques sont comme en 2018, c'est extrêmement difficile, en conventionnel ou en bio d'ailleurs, de s'en passer, enfin, plutôt de lutter contre. Alors, je dirais qu'il faut aussi souligner le fait que malheureusement, le mildiou est de plus en plus virulent, de plus en plus résistant, parce que aussi, il doit faire face à des produits chimiques auxquels il va s'adapter de plus en plus. Donc ça rend, je dirais, notre travail encore plus difficile aussi à nous. Mais c'est vraiment une problématique générale, de même qu'elle existe au niveau des antibiotiques. Partout. Oui. Et juste un mot, ce que nous amène aussi de absolument passionnant, alors pour le coup non pas le bio, mais la biodynamie, c'est une vision un peu différente des choses. On a tendance, en conventionnel, c'est ce que j'ai appris à l'école, à dire on a un problème, c'est une maladie, comment on combat ce problème? La vision plus holistique que nous apporte la biodynamie, c'est de dire, mais finalement, pourquoi ce cryptogame va s'installer à ce moment donné sur cette plante haute? Qu'est-ce qui fait que cette vigne-là est sensible et complètement détruite, alors que la vigne à côté ne l'est pas? Donc il y a encore beaucoup de travail à mener sur une problématique comme le mildiou, et je pense que ça va bien au-delà de ce cryptogame. C'est une vision beaucoup plus global, retrouver un équilibre qu'il y a à l'état de nature dans une forêt, essayer de le reproduire d'une manière efficace dans l'agriculture. Il y a une phrase qu'on trouve dans l'introduction d'un chapitre de Francis Chaboussou, Les plantes malades du pesticide, publié en 1980, puisque dans ce bouquin, on trouve tous ceux dont on débat maintenant. Et il cite Édouard Péris, qui travaillait sur les pins de Nantes en 1940. Alors il parle de l'insecte, puisque l'insecte, tout compte fait, on le gère davantage. Et il dit de l'insecte, quelle intelligence a l'insecte de percevoir l'arbre malade.
Donc Gnessec n'est pas le problème. On parle du champignon, alors c'est beaucoup plus compliqué, on a plus de mal à le comprendre, mais s'il est là, c'est que, on va dire, on a un sol qui est malade, qui ne s'exprime pas bien, on peut venir sur la plante, comment elle a été sélectionnée, ainsi de suite, mais c'est quelque part, la vraie question n'est pas vraiment le champignon. Oui, on est vraiment dans je dirais, dans l'idée de la perception de la médecine chinoise, de la médecine holistique, de l'homéopathie, où on ne va pas lutter contre un symptôme, mais comprendre pourquoi on se retrouve dans cet état-là, quel déséquilibre en nous a fait qu'on a laissé une brèche qui a permis à cet élément de s'installer. Voilà. Alors, vous l'évoquiez, Thomas Duroux, tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que on en parle beaucoup, et que ce soit, j'allais dire, des conditions climatiques générales, ou évidemment des débats de santé publique, c'est un sujet qui revient beaucoup. Slide suivant, donc il y a une forme d'urgence. Je voulais vous poser la question, Gilles de Revel, en matière d'urgence, et le CIVB a déclaré de façon tout à fait ambitieuse vouloir avoir un objectif très ambitieux pour 2030, en faveur, ou en défaveur plutôt, de l'utilisation des pesticides. Qu'est-ce que fait la recherche, qu'est-ce que fait l'Institut de la Vigne, l'INRA, sur ces questions? Alors, ces questions, moi je voudrais répondre sur le bio finalement et pas trop sur la biodynamie, parce que sur la biodynamie, la science pour l'instant en tout cas n'a pas de réponse, n'a pas de questionnement non plus. Sur le bio, oui, le bio, là-dessus, il y a eu une vraie interrogation, une vraie démarche des scientifiques à aider à répondre aux problèmes du bio ou au contraire aux besoins du bio. Donc il y a des recherches qui sont effectuées sur, bien sûr, la partie viticole, y compris pathologique et y compris biodiversité. Donc là, il y a des travaux qui sont menés, des travaux importants. Il y a également beaucoup de travaux sur, ça va du raisin jusqu'à la cuve, tout ce qui est micro-organismes, biodiversité des micro-organismes, impact de cette biodiversité sur finalement le goût, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, sur le goût du vin. Oui. Donc là, c'est la relation entre finalement, est-ce que cette biodiversité est intéressante ou elle ne l'est pas. Et puis, il y a des travaux également sur l'économie, hein, parce que finalement, à un moment donné, le bio, c'est aussi des consommateurs, c'est aussi des acheteurs, c'est aussi un intérêt donc, par rapport à l'attrait du consommateur. Et là, il y a également des recherches qui sont menées avec les sciences sociales sur cet aspect-là. Donc c'est important de voir que le bio intéresse les chercheurs, la société demande aux chercheurs de s'y intéresser, finance éventuellement ces travaux. Donc là, oui, il y a un véritable basculement. Je voulais prendre la parole tout à l'heure, mais ça tombe très bien maintenant. Il y a un basculement de l'intérêt des chercheurs et de la recherche publique au bio et à la viticulture en bio. Bien sûr, on parle d'une recherche libre. Mais on va dire, parce que je dirais, on parle de biochimie, il y a la base philosophique derrière l'agriculture biochimique. Et entre autres, il y a un ouvrage qui est de jeunesse du fondateur, Rodolphe Schenner, qui est Vérité et Science. Et il y a cette réflexion par rapport à la science. C'est bien pour élever la vie existentielle de chaque. C'est le but de la science, c'est bien élever notre vie de tous les jours. Hein. Et si le chercheur ne fait que chercher parce qu'il a appris par hasard à chercher, il ne peut pas être appelé un penseur libre. Il faut que vraiment le chercheur ne soit pas lié à l'économie ou à l'État, quelque part, qui lui dit cherche dans telle direction. Il faut que le chercheur soit entièrement libre de mener ses. Et il y a quand même beaucoup de recherches. Il y a quand même beaucoup de recherches qui sont. Vous ne travaillez pas sous la menace. Je crois que la recherche publique est la recherche la plus libre qui soit. Ben oui. La recherche privée, éventuellement, n'est pas libre. La recherche publique est la plus libre qui soit. Et le chercheur a comme mission, évidemment, de s'intéresser à sa recherche avant tout autre lobby. Oui, mais je vais citer quand même un de mes amis chercheurs qui est Christian Bello, généticien. Ses budgets de recherche, hein, on lui... Parce que, je dirais, il ne va pas dans le sens... ils existent, ces chercheurs qui sont donc, heureusement qu'il y a Sciences Citoyennes pour financer des recherches comme ça. Il y a quand même, je pense, un problème, comme on pourrait parler de l'enseignement, hein, même si, je dirais, par enseignement, il y a 30 ans ou 25 ans, quand je recevais des profs qui amenaient des classes de BTS, donc c'était un prof qui posait une initiative d'amener sur des domaines qui étaient en biochimie pour essayer de faire réagir les élèves. Alors, le constat, c'est qu'à l'époque, il y avait 10% de la classe qui arrivait à entendre ce qu'on racontait, alors que les BTS que je reçois maintenant, c'est 95% de la salle qui sont, alors, je ne veux pas dire d'accord, mais
qui écoute, qui s'intéresse. Donc il y a une évolution, et donc j'aurais tendance à dire que j'ai une grande confiance dans la jeunesse qui arrive. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Et ils ont confiance, oui. Vous pourrez agir, oui. Oui, je voulais juste dire que vous avez l'air, donc, en tant que chercheur, de dire on ne peut pas vraiment s'intéresser à la biodynamie, mais vous pourriez au moins faire des constatations, c'est-à-dire constatations de vie dans le sol, de biodiversité sur des environnements biodynamiques, éventuellement en comparaison avec des bio et des conventionnels. Mais je pense qu'il y a là beaucoup de choses à découvrir et à apprendre. Je pense que ça a déjà démarré tout de même. Hein. Oui. Ces constatations ont déjà démarré, y compris dans des lieux pas éloignés de l'université. Allez, on enchaîne, on passe au slide suivant et je vous propose d'accueillir avec moi donc Jérôme Baudouin de la Revue du Vin de France. On va s'intéresser avec un zoom sur la région bordelaise. Bonsoir Jérôme. Je vais être un petit peu coincé parce que je n'ai pas de micro. Est-ce que je peux prendre un micro sans fil? Là, oui. Alors, la Gironde était un bon élève. Voilà, je me suis posé la question puisque, pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours, l'association Génération Future a publié la carte de France de consommation de pesticides, enfin de vente de pesticides, donc qui sont basées sur des statistiques de la Banque nationale de vente des produits phytosanitaires, qui a été créée par le ministère de la Transition écologique, et où il apparaît que, évidemment, la Gironde, au premier abord, est un mauvais élève puisqu'elle est le deuxième département qui consomme le plus de pesticides avec 3154 tonnes en 2017. Ce chiffre est faux. Voilà. Je vais vous l'expliquer, vous allez comprendre pourquoi. Alors, évidemment, 3154 tonnes, c'est énorme, mais c'est basé d'abord sur les déclarations des fabricants et des distributeurs, et non pas sur des statistiques par exemple, de la DGCCRF, avec, on voit les codes de chaque produit qui passe et on les enregistre. Le deuxième point, c'est que c'est basé sur l'immatriculation de l'entreprise qui les achète. Par exemple, un négociant bordelais qui a des vignes dans le Languedoc-Roussillon ou dans la Loire, en Bourgogne, et il y en a quelques-uns à Bordeaux, eh bien, quand il achète des produits phytosanitaires pour ses propriétés des autres régions viticoles, elles sont enregistrées à Bordeaux. Donc, ce qui alourdit encore la facture de Bordeaux. Mais on va passer au slide suivant, puisque le CIVB a voulu... donc, quand ils ont découvert ce chiffre, ils se sont dit, non, mais attendez, ce n'est pas du tout ça. La viticulture dedans n'est qu'une partie de l'agriculture, puisqu'effectivement, on se base sur la vente de pesticides pour l'ensemble de l'agriculture. Or, en Gironde, on est le plus grand département de France, près d'1 million d'hectares, et une des plus vastes superficies agricoles de France, avec 270 000 hectares de surface agricole. Et donc, ramené à l'hectare, le département déjà tombe au 3e département consommateur de pesticides agricoles, avec 13 kg 4 par hectare, loin derrière le deuxième et le premier, donc le Vaucluse, avec 21 kg 95 par hectare, et derrière le Gard à 14 kg 28. Alors le CIVB a détaillé la semaine dernière à sa convention, son forum environnemental, en expliquant que sur 270 000 hectares, la vigne ne représente que 112 000 hectares, et a fait un travail plus fouillé sur les ventes de pesticides en Gironde pour la vigne, et on arrive à un total de 2325 tonnes, ce qui fait que la consommation en viticulture représenterait environ 20,75 kg, donc on est loin des 13 kg annoncés tout à l'heure pour l'ensemble de l'agriculture. Alors, toujours ce chiffre qu'il faut remettre dans le contexte. On a beaucoup de négociants bordelais, notamment par exemple un groupe comme Castel, qui a des vignes en Languedoc, en Bourgogne, dans la Loire, dans d'autres régions viticoles, et qui achètent pour ses autres propriétés, et donc ça rentre dans ce total. Voilà, c'est juste un constat. J'espère que ça va vous éclairer sur les ventes de pesticides. Et alors, dernier point, quand même, par rapport aux autres régions viticoles, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'effectivement la Gironde est un mauvais élève ou un bon élève? Eh bien, quand on regarde les autres régions, alors c'est un peu vite là,
Quand on regarde les autres régions, en fait, la répartition de la viticulture ou d'une agriculture qui utilise des pesticides est beaucoup plus faible qu'en Gironde. On prend l'exemple de la Bourgogne. En Bourgogne, vous avez une superficie agricole qui est relativement importante. La viticulture est minimale par rapport à ces superficies, parce que le reste, en fait, c'est de l'élevage ou des pâturages, donc ils n'utilisent pas de pesticides. Et quand on ramène le volume de pesticides à l'hectare agricole, effectivement, la Bourgogne apparaît comme un bon élève. Mais quand on recentre les pesticides utilisés pour la viticulture en Bourgogne par rapport à Bordeaux, on est très très voisins. Pareil pour le Beaujolais, pareil pour la Champagne. Il n'y a que dans des régions comme Languedoc-Roussillon, la Provence, où effectivement les taux sont beaucoup plus faibles. Dernier point, et là c'est quand même assez encourageant, c'est pour ça que j'ai mis ce diagramme qui a été fourni par le CIVB, c'est l'évolution du type de molécule, et ça c'est très important. C'est-à-dire que dans les 20 kilos qui sont utilisés, on en a près de la moitié, c'est du soufre. Et l'autre paramètre important, c'est celui qui est tout en haut. Vous regardez, ce sont les molécules, les CMR, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Vous voyez qu'en 2008, la Gironde employait plus de 30% de CMR et qu'on arrive en 2017 à environ 10% de CMR, ce qui est plutôt encourageant, parce qu'on voit que en fait, la viticulture girondine, même si elle est utilisatrice de pesticides, elle fait quand même des efforts et on voit une nette évolution sur ces statistiques-là. Très nette. Merci Jérôme. Absolument. Voilà, merci. Réaction, vous êtes converti, vous voyez ces chiffres. Manifestement, il y a des efforts, il y a des progrès importants qui sont faits. Vous êtes d'accord ? Complètement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois que pas un seul viticulteur ou pas un seul agriculteur prend plaisir à utiliser des pesticides, des herbicides de synthèse. Maintenant, si c'était facile de s'en passer en claquant des doigts, tout le monde l'aurait fait depuis longtemps. Bien sûr. Allez, on enchaîne avec, évidemment, un élément important, le goût du vin bio. Je vais me tourner vers Gilles de Revel. Après, évidemment, je vous poserai la question. Question, Gilles de Revel, est-ce que le vin bio a-t-il ou aurait-il un goût particulier par rapport au vin dit conventionnel ? La réponse la plus rapide serait non. Serait non parce que finalement, ce n'est pas forcément parce qu'il est bio qu'il va avoir un goût particulier. C'est aussi tout ce qu'on en a fait du début à la fin de l'histoire, jusqu'à la mise, jusqu'à peut-être même la conservation de cette bouteille. Donc toute l'histoire du goût du vin, c'est le produit. Donc là, c'est ce qu'on essaie de décortiquer aujourd'hui. Il faut penser aussi que c'est toute l'histoire qu'on raconte, toutes les informations environnantes qu'on a au moment où on va boire ce vin bio. Donc si l'histoire est belle et si on est en effet chez M. Barre qui nous raconte vraiment tout son travail qu'il fait, comment il a pu, j'allais utiliser même un terme qu'il utilise, redynamiser son terroir et tout ça, le vin peut paraître, oui, véritablement meilleur si c'est la question. Différent en tous les cas. Différent, en tout cas. Différent, je pense que oui, de toute façon. Différent, il y aura des choses. Mais encore une fois, je reste sur l'idée, moi, biodynamie, je ne sais pas en parler, donc je ne vais pas en parler. Il y a largement ici des gens qui savent. Mais sur le bio, après, ça dépendra surtout de ce qu'on en fait de ce bio. Le bio, c'est un cadre, encore une fois, légal, à l'intérieur duquel on va jouer. Hein, on va jouer sur les intrants, on va jouer sur ce qu'on en fait. Donc, la réponse la plus simple, c'est dans le bio, il y a de tout, du tout bon au tout mauvais. Hein, et ce n'est pas pour comme dans le conventionnel. Exactement. Ce n'est pas pour moi une caractéristique propre au goût, en tout cas, si on parle du goût. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors là, on a une photographie de chacun de vos vins respectifs, pas tous les vins, mais un vin respectif. Je voudrais vous entendre. On va commencer avec vous, Thomas Duroux. Quand vous avez pris cette décision en matière de goût, est-ce que vous avez noté une évolution claire, nette, entre ce qui se faisait avant et désormais la nature, l'identité de vos vins ? Oui, bien sûr, et c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle nous sommes allés dans cette direction. J'aimerais formuler ma réponse en deux volets, un premier viticole et un deuxième œnologique. Un premier viticole parce que le goût de nos vins a changé, parce que le goût de nos raisins a changé.
le goût de nos raisins a changé dans le sens où ils n'ont jamais été aussi proches du lieu où ils poussent. Je prends toujours l'exemple d'une parcelle merveilleuse à Palmer qui s'appelle la Chevalière, qui est une très vieille parcelle de Merlot, qui de tout temps avait la réputation de faire les vins les plus raffinés de la propriété. Depuis qu'elle est conduite en biodynamie, elle fait des vins d'un raffinement que nous n'avions jamais vu. Donc l'identité du terroir est allée encore plus loin. Je pourrais le résumer en un mot simple ou en une idée simple, c'est que faire un grand vin de terroir, c'est mettre un lieu dans un verre. Et j'ai vraiment le sentiment profond qu'aujourd'hui, nos vins ont une identité extraordinaire qui reflète le terroir du lieu où les raisins sont produits. La deuxième partie de ma réponse, elle est en termes œnologiques. Et oui, bien sûr que le goût du vin a évolué dans le bon sens, à condition qu'il n'ait pas de défauts. Les défauts d'un vin, d'ailleurs que le vin soit produit selon les principes de la biodynamie, de l'agriculture biologique ou de l'agriculture conventionnelle, les défauts d'un vin gomment tous les éléments d'identité de ce vin. Il n'y a rien de plus ressemblant qu'un vin oxydé, un autre vin oxydé, ou qu'un vin avec de la volatile. Et je crois que malheureusement, quelquefois, en allant peut-être un peu trop loin dans cette approche qui devient de la croyance ou de la philosophie, certains de nos confrères en arrivent à justifier des défauts du vin par une approche dite naturelle. Bérénice Hurton, je vous vois opiner, vous êtes complètement en phase, alors Oui, je suis complètement d'accord. Vos vins aussi Après, nos vins, moi je dirais que j'ai une approche assez différente dans la mesure où je pense que Climin, ça a toujours été un vin qui a été justement fortement ancré dans son terroir, avec une identité très forte et des caractéristiques qu'on prête souvent à des vins biodynamiques, c'est-à-dire beaucoup de profondeur, de l'éclat, de la fraîcheur. Et donc, je voudrais souligner une chose, c'est qu'en plus, nous, on a toujours, même lorsqu'on était en conventionnel, on n'a jamais utilisé de levure exogène. Donc, je pense qu'il y avait cet apport aussi de la levure naturelle qui, je pense, fait aussi très intimement partie de cette identité du terroir. Et nos vins étant très, très complexes, en fait, et quand même assez différents d'une année sur l'autre, même si on sent une identité à travers le temps, c'est très difficile de dire s'ils sont différents, en fait, depuis qu'on est en biodynamie. Pas tellement eu d'avant et d'après, si je comprends. Enfin, certainement dans vos pratiques et dans ce que vous faites. Après, je pense que c'est difficile de poser exactement ce qui est différent. Certainement, il y a une différence, mais je ne sais pas dire vraiment laquelle. On n'a pas de possibilité de comparer. Okay. Voilà. Mais je pense que si on fait des verticales de Climins dans quelques années, je pense qu'on verra quand même qu'on s'est resserré quand même avec la biodynamie sur l'identité propre au cru. Jérôme Baudouin, vous voulez réagir ? Oui, parce qu'on goûte on va dire quelques dizaines de milliers de vins à la revue chaque année. Pas vous, mais pas loin. Pas loin, enfin, moi je suis entre 4 et 5 000 par an, mais de toutes les régions de France. Donc on voit, on a une vue d'ensemble qui est assez intéressante. Et quelle que soit la région, et j'en parle avec les autres dégustateurs, on se pose beaucoup de questions justement, y a-t-il un goût du bio, ou notamment de la biodynamie, il y a un vrai questionnement dessus. On voit quand même apparaître des choses, c'est-à-dire que des vins qui ont un équilibre différent en bouche, des acidités qui sont plus agréables, plus importantes, enfin, sans être plus importantes, pas agressives, mais une acidité plus fine, qu'on ne retrouve pas sur le même vin. Par exemple, si on prend une propriété qui était en conventionnel, qui passe en biodynamie, et on la goûte sur 15 ans, et quand on la suit sur 15 ans, c'est-à-dire c'est pas seulement goûter les vins 15 ans après, c'est-à-dire avoir goûté les vins il y a 15 ans et puis les goûter à la cuve avant qu'ils soient passés en barrique, et puis et on voit les évolutions de style, on voit bien qu'on a des acidités qui sont différentes, on a des taux d'alcool qui sont légèrement plus bas. Enfin, vraiment, c'est propre. À Bordeaux, par exemple, on le voit bien.
on a des équilibres qui sont différents. Allez, Voilà. l'heure tourne, donc on est obligé d'enchaîner. On pourrait évidemment revenir là-dessus. Sur les enjeux à venir, c'est notre dernière partie. Je voulais simplement dire quand même, c'est que on en goûte des milliers et effectivement, il y a autant de mauvais vins Oui, c'est dans ça, les ce que bio j'allais vous dire, hein. que dans les Pas que les conventionnels. Et voilà, donc il n'y a pas de. Les vins bio ne sont pas bons et les vins conventionnels sont mauvais, c'est pas ça. Il y a autant de bons et de mauvais dans les deux camps. Hein, Mais une donc, évolution. Allez, les enjeux à venir du bio, et on va commencer par des images qu'on ne peut pas passer sous silence, évidemment, en parlant de ce sujet, elles sont tout à fait particulières. Un extrait de l'émission Cache Investigation. Ah, la Gironde, pays du bon vin, symbole de l'excellence française. Des vignes à perte de vue. La nature à l'état pur. Enfin, presque. Ce jour-là, à peine arrivé dans les vignes du Médoc, l'odeur des produits chimiques prend à la gorge. La faute à ces grosses machines, des épandeurs, au bout de leurs bras télescopiques, des pulvérisateurs de pesticides. Ils passent jusqu'à 18 fois par parcelle et par saison. Bon, court extrait, on ne s'attarde pas. En fait, je voulais connaître vos réactions. Je vais m'adresser d'abord à vous, Jérôme Baudouin, et puis après avoir vos commentaires. C'est quand même assez incroyable de voir sur ce débat, évidemment, qui suscite les passions, des polémiques. Bordeaux semble être toujours montré du doigt beaucoup plus que tous les autres vignobles, de façon incroyable, alors que vous venez de démontrer, on a vu le contraire, que finalement, Bordeaux n'était certainement pas plus incriminé que beaucoup d'autres. Comment ça se fait? c'est la tête de gondole. C'est le premier. C'est une excellente tête de gondole, Bordeaux. C'est la région qui produit le plus de vins d'AOC en France. C'est la région qui fait le plus de grands vins vendus en grande surface. C'est-à-dire que c'est quand même. Enfin, vous achetez en foire au vin, vous avez la moitié des vins qui sont vendus en foire au vin, c'est du Bordeaux. Donc c'est une excellente tête de gondole. Il faut savoir quand même que pour, par exemple, des journalistes chinois ou américains, quand le millésime est bon à Bordeaux, on va dire par exemple 2010 est grandiose, pour eux ça va être donc en France 2010 va être excellent, en Espagne ça va être excellent, en Italie ça va être excellent. Donc C'est on une récolte telle les lauriers. influence. Voilà, on récolte les lauriers et puis derrière, quand on se fait taper dessus, c'est Bordeaux énorme. qui prend. Bérénice Lurton, qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez vraiment qu'on est la victime? Moi, je voudrais rajouter une autre chose. Par exemple, l'antithèse de Bordeaux, c'est le Beaujolais aujourd'hui, parce que c'est là-bas qu'on fait des vins nature, c'est là-bas que beaucoup de cavistes parisiens aiment s'approvisionner, parce que c'est des vins faciles à boire, très jeunes, enfin bref. Et on ne regarde pas le Beaujolais comme un mauvais élève. Or, c'est aujourd'hui la région viticole, pendant très longtemps, qui a utilisé le plus de glyphosate, de pesticides, parce qu'en fait, pour des problèmes de mode culturel, méthode culturelle en Beaujolais, non palissé, en gobelet, c'était très compliqué, et c'est une des régions qui utilisait le plus de pesticides. Mais on ne le regarde pas. Alors peut-être qu'il y a aussi un tropisme de certains journalistes parisiens qui aiment boire du Beaujolais nature et qui disent on va pas taper sur le Beaujolais nature qui font des super vins. Par contre, les bourgeois bordelais, ah bah ouais, là c'est une catastrophe. Bérénice Lurton, C'est un peu ça, hein, c'est quand même. vous agréez à ce qui était montré, à ce qui a été dit? Tout à fait, tête de gondole égale tête de turc apparemment. Et c'est vrai que ça, franchement, je trouve ça insupportable parce que à qui ça fait le plus de mal, c'est aux petits viticulteurs bordelais, à ceux qui se battent dans leurs vignes tous les jours, qui se battent pour vendre leur vin à des prix souvent très bas. On a des rapports qualité-prix à Bordeaux qui sont extraordinaires et vraiment ras-le-bol de se faire taper dessus systématiquement. Il y a une espèce de snobisme qui fait qu'on est systématiquement la cible. Et je me souviens d'une caricature de caviste parisien que je suis allée voir en plus. Alors je me suis pris des trompes d'eau pour aller le voir. Il m'accueille. À l'époque, je faisais à la fois du Bordeaux rouge et donc Climins. Je lui parle de mon Bordeaux rouge. Il me dit ah oui, non, mais à Bordeaux, il faut que vous arrêtiez avec les prix. Vous savez, mon vin, je le vends 5 € et je ne gagne pas une flèche dessus. Hein. Mais bon, voilà. Et après, je lui parle donc de Sauternes. Il me dit non, mais il faut que vous arrêtiez avec la chaptalisation. Ouais. Okay, merci, au revoir. Je reprends. J'ai pas de parapluie, je repartirai sous la pluie, mais adieu quoi. Ras-le-bol de ces caricatures. C'est très fréquent en plus. Moi, je passe la moitié de mon temps à Paris et je peux vous dire c'est difficile.
C'est vraiment difficile pour les Bordelais. Et je voudrais quand même souligner un point, parce qu'on a parlé des coûts de production. Parce que c'est vrai qu'on voyait la carte de France avec le bio en Gironde qui n'était pas, qui n'avait pas l'air si important que ça, alors qu'en fait, proportionnellement, alors c'est vrai que la Gironde n'a pas le plus grand taux de vignes bio par rapport aux autres régions viticoles, mais Bordeaux a plus de 10 000 hectares de vignes en bio. Il faut quand même rappeler que le Beaujolais, lui tout seul, fait à peine 12 000 hectares, oui. Que la Bourgogne avoisine les 20 000, et donc avec des conditions climatiques qui sont quand même tout autres. Et point important, près de 80% de ces 10 000 hectares de vignes en bio sont situés non pas dans les grands crus, mais en Bordeaux, Bordeaux-Sud, Côte-de-Bourg, Côte-de-Blaye. Donc en valeur absolue, c'est beaucoup. Et pas forcément sur les vignobles auxquels on pense. Ce ne sont pas les vignobles les plus prestigieux et qui vont payer le plus cher, enfin qu'on va payer les plus chers, qui sont en bio. Il faut arrêter aussi avec ça. Alors c'est une excellente transition. Oui, c'est une excellente transition, mais je pense que ces reportages vraiment anti-Bordeaux nous a fait beaucoup de mal. Mais je pense que ça nous a fait également, et on en parle aussi, beaucoup de bien. C'est-à-dire que ça nous secoue tout de même, et ça a secoué l'ensemble, y compris, bien sûr, on parlait tout à l'heure du CIVB, oui. Qui évidemment réagit par rapport à ça. Les viticulteurs réagissent, la société réagit. Voilà, donc oui, ça nous a fait il n'y a pas que du négatif. Mais il n'y a pas que du négatif, parce que de temps en temps, se faire secouer très fort, bah, ça nous permet de réagir aussi. Il y a un travail de communication qui est fait par le CVB par le biais du Fooning, qui amène sur les domaines comme nous, les petits domaines en bio, tout ça, amène des cavistes, des restaurateurs sur place, qui nous envoient là-bas. Donc il y a un travail qui est fait en direct, qui n'est pas médiatique. Et je pense que le CVB a trouvé une bonne articulation pour montrer qu'à Bordeaux, je dirais, on a énormément de petits vignerons qui font autre chose et que c'est pas l'image. Alors c'est sûr que et qui peuvent le faire. Et qui peuvent le faire. Alors c'est sûr que l'image, on arrive chez les cavistes, Bordeaux, on est quand même, il y a une image qui est malgré tout qui est à. Alors après il y a des lieux 100% Bordeaux qui marchent très bien, mais il y a beaucoup Jérôme de petites. Baudouin, c'est la difficulté de la locomotive. Oui. Elle est toujours prise pour cible. Et dans le petit circuit de bioamistes, souvent, je dirais, Bordeaux, on représente, dans les caves qui aiment nos genres de vin, on représente quasiment rien, je dirais. Un mot sur... Oui. Un point, par exemple, parce qu'on parlait tout à l'heure des prix des Bordeaux. Quand on prend le prix moyen d'une bouteille de Bordeaux générique, qui est aux alentours de 2,30 €, 2,50 €, mais un vin de Loire générique, ou un vin du Languedoc générique, ou un simple Côte-du-Rhône est vendu beaucoup plus cher. Donc on a aussi en droit de se poser la question, est-ce que les vignerons arrivent à valoriser, à cause de cette image, leur production ? C'est certainement impacté. Ça fait du mal. Sur les grands crus et le bio, Thomas Duroux, je vais vous interroger. Bordeaux, on est où et selon vous, alors évidemment, votre avis, il est une prise de position compte tenu de la démarche que vous avez entreprise, mais c'est important, il serait important que tous les grands crus de Bordeaux se convertissent au bio pour l'exemple, pour ce que ça représente, et parce que c'est ce qui était dit un peu tout à l'heure aussi. Dans l'esprit des gens de l'extérieur, les grands crus font beaucoup pour l'image de Bordeaux. Écoutez, nous n'avons pas le choix. Les grands crus de Bordeaux font partie des vins les plus reconnus au monde, et il est tout à fait indispensable que la manière de produire ces vins soit absolument irréprochable. Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, il faut du temps, c'est pas une route facile, et encore une fois, 2018 en a été la preuve. Certains essaient d'aller plus vite que d'autres, mais je pense que la prise de conscience collective est solide. La plupart des grands crus font des essais plus ou moins importants, et ils ont tous la volonté de trouver des solutions. Voilà, il faut juste un peu de patience, un peu de vision, beaucoup de travail collectif. Et je crois qu'il faut vraiment insister sur ce mot. Ce n'est pas chacun dans son coin, c'est tous ensemble qu'on peut aller plus loin et plus vite. Mais je ne vois pas aujourd'hui d'autres issues pour ces producteurs qu'à terme d'abandonner la chimie. C'est ce que dit le CIVB. Alors,
d'autant qu'il y a les questions que l'on vient d'évoquer, de l'agriculture, de la santé publique, de l'évolution, si je puis dire, du vignoble. Et puis il y a aussi, slide suivant, les réalités du marché, c'est l'évolution de la consommation. Je voudrais avoir votre retour. Vous le voyez, quelques chiffres que l'on présente en suivant, que vous pourrez prendre ici au gré, sur l'évolution de la consommation des vins a doublé en France, des vins bio, entre 2012 et 2017. C'est aussi, nous sommes un grand pays exportateur de vins bio, le premier dans le monde, et est une production qui est donc écoulée à l'étranger. Slide suivant, qui montre l'évolution de la consommation de vins biologiques en millions d'euros en France, oui bien sûr, entre 2011 et 2007. C'est un marché qui croît. Ça, vous êtes rendu compte dans la conversion, est-ce qu'il y a une réponse quasi ipso facto du marché par rapport à vos produits? En tout cas, écoutez, il y a un intérêt indéniable sur ce mode de production, en particulier chez les plus jeunes. J'étais encore à Shanghai il y a 10 jours où j'ai assisté à un symposium sur le terroir. Une des grandes parties de ce symposium était autour du bio et les jeunes amateurs chinois, c'était dans une université, étaient absolument passionnés. On posait d'innombrables questions sur le sujet. J'étais début septembre à New York où j'ai dîné avec deux Golden Boys de la City, 35 ans. On a passé 4 heures à table autour de très belles bouteilles de vin à ne parler que de biodynamie. Je veux dire, c'est aujourd'hui quelque chose de majeur. Et donc, c'est tout à fait naturel qu'on avance en ce sens. Juste avant Jérôme Audouin, Paul Barbe, vous avez cette rétrospective, si je puis dire, historique par rapport à l'offre et la mise sur le marché de vos vins. Ça aussi, vous le voyez, incontestablement aujourd'hui, la demande pour le bio est beaucoup plus importante et va croissante vite. Oui, mais j'ai du mal à répondre puisque je dirais quasiment mon domaine a toujours été, donc c'est la réalité de mon étiquette, enfin de ma bouteille, je dirais, comme vous disiez tout à l'heure. Oui, on pourrait supposer qu'en 90, c'était peut-être plus difficile, non, ou pas nécessairement? Non, je ne sais pas, enfin, moi, j'ai pas de difficulté à ça, c'est que j'ai fait ce que j'ai senti bien, je dirais, j'aime bien dire, j'ai rencontré un coup d'amour, un coup de foudre, c'est pas une démarche, je dirais, qui a été intellectuelle, j'ai dit, j'ai envie de faire ça, je pense que c'est juste, voilà, donc je suis peut-être pas le mieux placé pour... mais une réalité, ma bouteille, c'est une personnalité, c'est un nom dedans, je joue dessus, ce qui m'assure la sécurité de mon marché, que si mes vins ne rentrent pas dans les normes d'appellation, ben, je peux vendre en vin de France, ça ne me pose aucun problème, donc il y a toute une logique dans mon étiquette, mais je ne tiens absolument pas à le faire, parce que j'aime mon terroir, j'aime mon AOC, mais on s'aperçoit que par les règles d'appellation, des fois, on n'est pas tout à fait voilà, dedans, et même par rapport, parce que quand on apprend aux dégustateurs de définir qu'est-ce qu'un vin d'une appellation, on apprend à chercher des défauts et non pas du plaisir. Oui, Gilles Durvel. Je ne rebondirai pas sur l'apprentissage. C'était pas là-dessus que je voulais rebondir. C'était plus sur, encore une fois, poursuivre. Je crois que le consommateur demande du bio, donc finalement, on répond et on produit du bio. Un driver. En fait, évidemment, c'est le consommateur qui est au cœur du système. Hein. Et ce qu'on a bien montré mon collègue Éric Giraud-Hérault a bien montré à l'ISVV sur un projet qui est un projet européen, donc avec des consommateurs espagnols, portugais, suédois et français, c'est que le goût en soi du vin est important, bien sûr, et donc il va y avoir éventuellement un choix qui est opéré par le goût, mais si on rajoute des allégations qui sont, par exemple, une information sur le bio, une information sur les résidus de pesticides, une information de ce type-là, alors le choix du consommateur va varier fortement. Et donc va quitter éventuellement le strict goût du vin et de son appréciation pour aller vers une allégation supplémentaire qui est, par exemple, le bio ou l'absence de pesticides ou le dosage et entrer dans le cas d'un comportement. Donc le comportement est différent et le prix à payer, et c'était là ça l'étude, le prix à payer sur le vin est différent. Donc il est prêt à payer éventuellement un peu plus. Dernier slide justement, puis après on ouvrira quelques échanges avec la salle. En prolongement de ce qui vient d'être dit, et je terminerai avec ça, ce qui est assez intéressant et incroyable, c'est que sur le bio outil marketing point d'interrogation, on a deux cas de figure qui s'opposent finalement. Vous avez des gens qui sont bio et qui ne le disent pas, et vous en avez qui disent qu'ils sont et qui ne le sont pas. Autrement dit, on voit que ça utilise les deux façons. Qu'est-ce que ça vous inspire quoi, ça, Bérénice Hurton? Le fait que, moi je sais quand j'ai commencé, j'ai voulu tout de suite engager une démarche de certification, justement pour pouvoir montrer que ce qu'on disait, on le faisait, parce que franchement,
Oui, on envoie des châteaux, des propriétés sur lesquelles on fait venir un cheval pendant la période des primeurs ou pendant Vinexpo, qui circule sous le panneau du château pendant 2 jours. Des gens qui ont des ruches ou des jachères fleuries et qui vous disent qu'ils sont en bio ou en biodynamie. Donc c'est vrai que pour moi, la démarche de la certification est importante parce que je trouve que, excuse-moi Jérôme, mais souvent les journalistes se laissent avoir assez facilement. Oui, c'est la question que j'avais posée, Jérôme. Ils ne vont pas forcément voir ce qu'il y a derrière et ça, c'est un petit peu dommage. Un cheval et la cause est entendue, c'est ça, non, pas pour lui. Ça, c'est l'outil marketing roi. Ouais. Ah oui, ça c'est. Moi, j'en ai vu des choses comme ça. C'était assez drôle. Mais il n'y a pas que les journalistes qu'on essaie d'avoir comme ça. Moi, je me souviens du classement de 2012 à Saint-Émilion des propriétés qui avaient loué un cheval juste pour le jour de la venue de l'enquêtrice pour montrer qu'il faisait du labour à cheval. Puis quand l'enquêtrice a dit mais attendez, montrez-moi les factures de location de cheval depuis tant d'années pour voir. Et bon, en fait, c'était désherbé sous le rang. C'est intéressant, par exemple, de parcourir le vignoble de Bordeaux 3 semaines, 1 mois après les primeurs, notamment chez certains grands crus, où on voit les vignes désherbées. Alors évidemment, quand on passe au moment des primeurs, on ne les voit pas parce que le temps de latence du glyphosate est assez long. Et puis, vous passez 3 semaines après. Alors là, tous les journalistes sont partis. Là, vous vous apercevez qu'en fait, voilà ça. Mais moi, ce que je demande, on a un vrai problème par rapport à ça en termes de communication que l'on reçoit des châteaux. C'est-à-dire que les domaines disent ah oui, nous on est dans une démarche bio. Ils sont tous, si vous les entendez, ils sont tous. Il y en a même un qui a fait du 0, 0, 0, 0 cuivre, 0 soufre, 0 ceci, 0 cela. Pour montrer qu'il était, vous aviez l'andouillette 5A, ben là il avait inventé le vin 5-0, là, c'était incroyable. Et puis cette année il était en conventionnel parce que les conditions elles étaient quand même difficiles. Mais et moi c'est ce que je demande, c'est la certification, parce qu'on peut être sincère en disant oui je suis dans une démarche bio. D'accord, on est sincère quand on est devant le journaliste au pied de la vigne, mais à l'autre bout de la chaîne, quand on est dans le supermarché, le client, l'acheteur, quand il voit l'étiquette, s'il n'y a pas de certification, il ne sait pas que le domaine, il a une démarche environnementale poussée. Et la certification, c'est le meilleur atout pour le consommateur pour savoir ce qu'il achète et ce qu'il a dans sa bouteille. Allez, laissons place au débat et réactions dans la salle. Je vous en prie, des micros vont circuler. Question